La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'Une page d'histoire. Aujourd'hui, place au théâtre. Je reçois pour l'occasion Mme Emmanuelle Nadeau des Cabotins qui vient nous parler de ce sujet. Madame Nadeau, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui doit-on la création des Cabotins? Alors, pour remettre les gens dans le contexte, la troupe de théâtre Les Cabotins est présentement achève sa 42e saison. Alors, il faut reculer, il y a 42 ans, on est à l'époque de l'école normale à Thetford, et il y a 3 finissants de l'école normale, Germaine Nadeau, Pierre Garon, Pierre Sévigny, et qui ont fait du théâtre pendant leur cours, bien entendu, et qui se rendent à l'évidence qu'une fois à l'extérieur de l'école normale, ils n'auront plus l'opportunité de faire du théâtre. Alors, ils se disent, qu'est-ce qu'on ferait bien pour poursuivre cette passion qu'on a acquis au fil des années, et ils décident, comme ça, par un beau soir, si je me rappelle bien, c'était dans l'appartement ou la maison d'un des 3. Bref, ils ont pris la décision de partir, si je puis dire, une troupe de théâtre qu'ils ont nommé Les Cabotins. Et c'est comme ça que ça a pris forme, donc, en 68, année de fondation de la troupe. Bien entendu que c'était les 3 membres fondateurs, mais les 3 blondes de l'époque, veut pas, ne sont pas fondatrices, mais on suivait de très, très proche. Alors, on doit la troupe de théâtre Les Cabotins, donc, je le répète, à Germaine Nadeau, à Pierre Garon et à Pierre Sévigny. Et de ces 3 fondateurs-là, 2 sont toujours actifs depuis bientôt 43 ans. Ah oui. Parlez-moi des débuts. Ça n'a pas dû être toujours facile. Mais... Bon, écoutez, les débuts, j'y étais pas. Ouais. J'y étais pas. Mon Dieu, vous dire que ça n'a pas dû toujours être facile. De par ce qu'on m'a raconté et ce qu'on a toujours dit, ça n'a pas été si difficile que ça dès les débuts, parce que, bien entendu, qu'ils ont commencé avec les moyens du bord, avec les moyens qu'ils avaient. Et dès le début de la création aussi, mélangeons les 2 premières questions, ils ont eu la chance d'avoir déjà un premier commanditaire, un premier partenaire financier, qui était M. Émile Couture, qui était à l'époque embouteilleur pour Coca-Cola. Alors, M. Couture a donné beaucoup, a fait beaucoup pour la troupe, donc ça l'a déjà aidé. Donc, avec les moyens du bord, avec ce grand partenaire-là important, et avec d'autres personnes que les 3 gars que je nommais tout à l'heure sont allés chercher. Alors, les Gaétan Giguère, les Cécile Labrec, Louis Sévigny, qui ont fait leur début en même temps, finalement, que la troupe, et qui ont été des poteaux dès les débuts avec les 3 gars et les conjoints là, de tout ce beau monde-là. Alors, c'est sûr que ça n'a pas dû toujours être simple, non, bien entendu, mais ils n'ont pas commencé à se mettre la barre là. Ils ont commencé là, dans le bas de l'échelle, et je vous dirais, ils ont commencé partout où débute n'importe quelle troupe de théâtre, qu'elle soit amateur, qu'elle soit professionnelle. Il y avait, dès le départ, parce que c'est une troupe de théâtre qui est enregistrée avec des chartes, des lettres patentes et tout ça, là, donc avec un conseil d'administration et tout. Donc, dès les débuts, il y a 42 ans, bientôt 43, il y avait des objectifs, il y avait des buts, il y avait une mission en tant que troupe de théâtre. C'était pas on fait une troupe parce qu'on veut faire du théâtre, point. Non. C'était un souci d'offrir aux gens de la région du théâtre de qualité en région. Il y avait aussi un profil d'éducation. Il faut éduquer, pas de faire des pièces de théâtre très didactiques et tout ça, mais du théâtre, c'est pas juste se taper sur les cuisses puis rire, ha, ha, ha. Donc, dès les débuts, ils ont commencé avec le principe de la comédie musicale. Donc, je ne me rappelle plus les années exactes, mais on pense à Il est une saison, Le doux temps des amours. En 71, déjà, ils présentent un classique qui est Les fourberies de Scapin de Molière, ce fameux Molière qu'on a repris cette année. Et à travers ça, il y a aussi une soirée de poèmes. Ionesco, qui est un auteur de théâtre reconnu mondialement. Alors, il y en avait de tous les genres dès le début. Alors, ils ont commencé petits, mais solides. Alors, oui, il y a eu des années plus difficiles, il y a eu des bouts plus difficiles, mais ça, qui n'en a pas, peu importe ce qu'on... Mais
ça n'a pas été, en tout cas, à ce qu'on m'a dit encore dernièrement, une si grande difficulté que ça. La preuve, on est encore là. Oui. Oui, vous avez dit que vous avez joué des classiques, vous avez joué des pièces déjà d'auteurs. Oui, oui. Mais vous en avez créé aussi. Parce que si je prends, par exemple, que la qualité des pièces de M. Gaétan Giguère... Oui, bien entendu qu'on a eu, vous me disiez, vous en avez créé, on a fait des créations collectives à l'interne, je pense entre autres à Radio 49, qui a été présenté là, fin des années 80. Bien entendu que sont arrivés aussi à travers les années 80 les textes de Gaétan Giguère, le premier, qui est Vivre comme des cochons, qui mettait en scène, qui mettait en place déjà ces belles mamères, ces Méo et compagnie qu'on a connues. Et bien entendu que oui, à chaque fois qu'il y avait une pièce signée Gaétan Giguère, automatiquement, il y avait quelque chose de spécial. C'était un succès quasi garanti. C'était un succès tant de foule, de spectateurs, qu'un succès de troupe. Parce que c'est sûr qu'on fait du théâtre pour les spectateurs, mais on fait du théâtre pour nous, pour se faire plaisir. C'est un loisir, il ne faut pas l'oublier. Alors, bien entendu, oui, que toutes ces productions-là, signées Gaétan Giguère, pour la majorité signées en mise en scène par Germain Nadeau. Moi, je les ai déjà appelés les André Brassard et Michel Tremblay des Cabotins. Il y en a d'autres qui ont fait les mises en scène de Gaétan. Mais ça a toujours été des succès et c'est une des pièces de Gaétan qui nous a menés assez loin au niveau de la province de Québec et loin outre-mer également. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que seulement lui, Gaétan Giguère, qui a écrit des pièces, ou s'il y en a d'autres? Bien, à part des créations collectives, comme je vous dis, là, entre autres, dans les premières années, là, des collages de Ionesco, Radio 49, il y a Oh, quand j'entends chanter aussi, au courant des années 80, qui c'était des collectifs. Il n'y a pas d'autres auteurs qui se sont, mon Dieu... exprimé nécessairement là, au sein de la troupe. C'est vraiment du Giguère qu'on a joué, là, outre, comme je vous dis, là, les créations collectives. Alors, mon Dieu, je pourrais en nommer plusieurs, là, mais on pense entre autres à Vivre comme des cochons, on pense entre autres à Vaut mieux en pleurer qu'en rire, on pense à ce fameux Ruban blanc. Alors, de grands succès. Et une grande plume aussi, un grand auteur, Paul Hébert, a déjà comparé Gaétan Giguère à Anton Tchekhov. Alors, j'en parle, j'ai du frisson. Ça fait un petit velours. Bien, ça fait un velours pour Gaétan, ça fait un velours pour sa famille, ça fait un velours veut pas pour la troupe, parce que c'est un membre de la troupe, un des piliers. Et on a eu l'opportunité de le jouer, de le présenter un peu partout. Oui. La troupe a remporté plusieurs prix. Oui. Bien, la troupe a remporté des prix, entre autres grâce à un des textes de Gaétan. Puis justement, je continue un peu sur les textes de Gaétan, mais il y a un de ces textes, et là, pour mal faire le titre, il ne me revient pas, peut-être que ça reviendra plus tard, mais qui nous avait amené jouer cette pièce-là au Théâtre du Petit Champlain à Québec, où on avait eu des éloges, des critiques dithyrambiques à tous les points de vue. Bon, oui, en effet, on a gagné des prix. On a gagné des prix d'abord ici. Je pense qu'il faut d'abord gagner des prix ici, en Haute-Terre, donc à Victoriaville, à l'été 94, entre autres, et à l'été 99, où on avait participé au Festival de théâtre amateur, un festival international qui était organisé à l'époque par la Fédération québécoise de théâtre amateur, la FQTA, dont on est membre depuis des années. Donc, en 94, on avait présenté Le Ruban blanc de Gaétan Giguère. On y avait remporté un prix. En 99, on avait présenté 2 productions. On avait présenté Souvenirs de Brighton Beach, qui avait été mise en scène par Pierre Sévigny, et La guerre des clochers, un texte de Victor Lévy-Beaulieu. C'était ma première mise en scène. C'était une co-mise en scène que je faisais avec Suzanne Bradette-Girard. Alors, on avait remporté le premier, le 3e prix avec ces 2 productions-là. Le prix à Molette d'or, ça, c'était pour le technicien. Et si je ne m'abuse, je ne voudrais pas... En tout cas, au pire, on me corrigera. Mais il me semble le prix du public aussi. On avait raflé presque tous les prix à l'été 99. On a participé à plein d'autres festivals au Québec, à Passepébiac, entre autres. On a ouvert aussi une saison ou un festival à Trois-Pistoles dans le théâtre de Victor Lévy-Beaulieu. C'est Victor Lévy-Beaulieu lui-même qui nous avait demandé d'y aller. Alors, dans ces 2 cadres-là, on parle toujours avec le Ruban blanc. Festival Théâtre Neuf en 94 ou 95, je crois. En tout cas, en 95-96, là, à Québec, où on y était allé toujours avec le Ruban blanc. Et ensuite, bien, c'est là qu'on a pris... on est embarqué dans une bien belle galère. On est parti en avion, toute la troupe, à l'été 94. On s'est rendu au festival Les Estivades, à Marchand-Famine, en Belgique.
où on a remporté, je dirais, le coup de cœur du public. C'était pas un festival concours dans ce cas-là, mais c'était important parce qu'on était référé par la FQTA. On y allait pas qui voulait. Et en avril 95, c'est là où on a participé au 9e, si je me rappelle bien, 9e Festival des Arlequins à Cholet, en France, dans la vallée de la Loire. On était 2 troupes de théâtre québécoises. C'était déjà un exploit que 2 troupes de théâtre québécoises soient sur les lieux. Les 2 troupes ont été retenues en semi-finale. C'était ça aussi un exploit. On s'était fait dire, là, les 2 troupes ne pourront pas gagner. Et les 2 troupes ont gagné et nous, on a raflé l'Arlequin d'or. J'étais là, je m'en rappelle. C'était d'abord de participer au festival. Et là, c'était un festival concours très serré, très contingenté. C'était très enivrant, très grisant, très euphorisant. De passer en semi-finale, ça l'était tout autant. Et le soir où Mme Geneviève Page, une comédienne professionnelle française, a dit « L'Arlequin d'or est décerné à la troupe de théâtre Les ». On a entendu « K », bottin, on ne l'a pas entendu. On a crié, on était une foule en délire. Alors, on est revenu avec ce beau trophée. Et par la suite, on a participé à d'autres festivals, encore une fois, à Narbonne, entre autres, en 2006, si je me rappelle bien, avec Grace et Gloria, mise en scène par Pierre Sévigny. En 99, on est allé jouer au Maroc, à Tanger. Toujours un festival international avec La Guerre des Clochers, la mise en scène que j'ai fait avec Suzanne Bradat-Girard. On est retourné avec un autre texte de Gaétan Giguère en Belgique en 2000 ou 2001, je crois. En Ontario aussi, un autre festival. Alors, l'important d'abord, bien sûr, c'est de faire du théâtre ici. Mais quand on a des opportunités, comme là, on en a une 18-19 juin, on présente sur le bord de la fenêtre un tout petit chien en flammes de Patrick Quintal, dont j'ai signé la mise en scène, qu'on a présenté d'abord ici à notre public en janvier-février. Eh bien, on participe une seconde fois au Festival Théâtre Neuf, dont je faisais allusion tout à l'heure. Et c'est ça, donc 18-19 juin. Qu'est-ce qui adviendra? Bien, on verra. On vous le dira le 28 juin au matin, au lendemain du festival, si on a eu des prix, en plus d'avoir l'opportunité d'y jouer. Au moment où l'émission va passer, ça sera déjà chose faite. Ça sera déjà chose faite. On saura probablement... Là, je reviendrai. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement de quand vous allez dans un festival? Parce que vous avez dit que vous avez été jusqu'en demi-finale. Est-ce que c'est la même pièce? Vous jouez la pièce juste une fois ou s'il y a 2 pièces? Ça dépend toujours des festivals. Je prends le festival où on sera en juin prochain. On joue normalement un soir dans ce festival-là. Nous, suite à l'audition que les 2 comédiennes ont faite, semble-t-il que la mise en scène que j'en ai fait, le travail des comédiennes, le texte et tout ça, fait qu'on mérite de jouer 2 soirs. On joue 2 soirs. Et on ne sait pas sur quels critères peut-être qu'on sera, jugé pour peut-être remporter des prix le soir du gala le 27. Ça, c'est un cas. Le cas du Festival des Arlequins en France en 95, on jouait une fois et on avait tant de temps pour monter le décor, les éclairages. Tant de temps pour jouer la pièce. Je pense que c'était 90 minutes. Si on faisait 91 minutes, il fermait les rideaux, il fermait les lumières. Tant de temps pour démonter décor, éclairage ensuite. Et en semi-finale, c'était le même processus. On rejouait la même pièce, le même processus très serré. Et après ça, c'est advienne que pourra. Et c'est vraiment du cas par cas dans les festivals. Il y en a, à ma connaissance, on n'en a pas vécu un pareil. Festival Théâtre Neuf, où on sera en juin, certaines conditions qui sont différentes qu'en 95. Alors... Oui, c'est intéressant de savoir que c'est pas la façon que c'est jugé, les pièces de théâtre. Là, c'est pas un peu... On entend parler souvent, on le voit, les prix, les concours qu'il peut y avoir à la télévision pour le théâtre, ou on donne un prix, mais d'une pièce de théâtre jouée dans un festival, là, ça explique bien ce que vous avez dit. Là. En tout cas, mais comme je dis, c'est ça. Il y a un festival est différent d'un autre, heureusement, parce qu'à un moment donné, ça deviendrait redondant puis plate. Et il y a des festivals qui sont concours, il y en a d'autres qui ne le sont pas. En 95, le Festival Théâtre Neuf à Québec n'était pas concours. Là, il y a des prix qui sont remis. Vous voyez, on participe... Notre Fédération québécoise de théâtre amateur, pour la 3e année cette année, fait le Gala des Arlequins. On pose notre candidature en envoyant le DVD de pièces de théâtre qui ont été présentées entre telle date et telle date sur une année. C'est ce qui a fait en sorte qu'en 2008, Yves Kerouac a gagné la meilleure scénographie avec Roméo et Juliette qu'on avait présenté dans le 40e, que Louis-Étienne Nadeau était en nomination pour la meilleure mise en scène. L'année passée, on a gagné le prix hommage à la troupe de théâtre. Et cette année, on est en attente. On avait déposé la candidature de la pièce pour laquelle encore j'ai fait la mise en scène l'année dernière, La mort d'un commis voyageur. On devrait apprendre sous peu si on a
dénominés, comme on dit. Et si c'était le cas, bien, on saura le 26 juin si on a des gagnants ensuite. Vous avez eu recours à plusieurs professionnels afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Oui. Et ça, dès les débuts et jusqu'à encore tout dernièrement cet automne. Et ça, c'est important parce que je pense que pour s'améliorer, se bonifier, se ressourcer également, on doit apprendre et réapprendre et réapprendre. Alors, ça touche des formations en scénographie, en maquillage, en éclairage. Cette année, on en a 3 qui vont aller en technique son éclairage, des techniques de jeu, expression corporelle, chorégraphie, chant. Alors, c'est très vaste. Alors, je pense à des gens comme Jean Dohat, on parle des années 70, Claude-Pierre Robert au niveau du maquillage dans son cas. On pense à Marie-Thérèse Quinton, à Paul Hébert, Michel Rossignol, de grands noms qui veulent dire des choses à bien des gens. Notre cher Régent Vallée, un gars de Pontbriand, qui a fait ses débuts dans la troupe de théâtre Les Cabotins dans les années 80 avec Bouzé et les Justes, qui est maintenant un professionnel reconnu, qui a lui-même gagné des prix, qui vient nous former déjà depuis 2-3 ans au niveau du jeu, qui est venu former entre autres au niveau de la prononciation, de l'articulation, parce qu'on a présenté l'Avare de Molière en avril dernier, et il ne s'improvise pas comédien dans l'Avare qui veut. Molière, c'est vraiment la langue de Molière, c'est une langue musicale. Alors, oui, on a eu recours à, mon Dieu, j'aurais pu faire le décompte, mais facilement une vingtaine de professionnels, si ce n'est plus. Même à l'automne, on a eu à l'hiver, une formation en maquillage. Ça faisait très longtemps que les maquilleuses n'en avaient pas eu. Et les maquilleuses sont comme la troupe, vieillissent, bien entendu, veulent en délaisser un peu. On a besoin de relève. Il faut former la relève. Alors, oui. Combien de productions avez-vous présentées depuis le début? En bientôt 43 ans, on a passé le cap des 90 productions, à raison d'une moyenne de 2 productions par année. Il y a des années où il y en a eu 1, il y a des années qu'il y en a eu 3. Il y en a-tu qu'on a eu 4? Étions-nous aussi enflés? Je ne croirais pas, mais en tout cas, des fois 3, mais une moyenne de 2 par année. Alors, oui, le cap des 90 a été franchi en cette 42e saison. Alors, c'est... Oh, mon Dieu, on ne penserait pas arriver à ça. Mais oui, on est rendu là. Alors, bientôt, on franchira le cap de la centaine. La centaine? Oui, ça ne retardera pas. Les Cabotins, c'est aussi une affaire de famille? Les Cabotins, c'est une affaire de famille, comme je le disais au début de l'entrevue. Bien entendu que les 3 gars, les 3 beaux fous que j'appelle, puis fous entre guillemets, parce que c'est des fous passionnés, une folie contagieuse, qui ont fondé la troupe. Et les autres qui les ont accompagnés là-dedans, les Giguère et compagnie, les conjointes ont suivi. 2 des fondateurs qui sont toujours présents, leurs conjointes sont toujours présentes. Il y en a que ça a été leurs sœurs, leurs frères qui ont été impliqués. Et il y a eu des familles qui ont été impliquées en entier. Justement, les Giguère, Gaétan, Yvette, leurs 2 enfants ont été impliqués pendant quelques années. Les Sévigny, Martin et Sylvie, Pierre et Sylvie, leur fils Martin, ont été impliqués pendant quelques années. Et les Nadeaux, on est encore impliqués tous les 4. Mes parents, mon frère, moi, et d'autres également. Je prends Caroline Levesque, Luc Berthold, ils ont été impliqués longtemps les 2. Maintenant, c'est Caroline. Les enfants le sont. Quand on a besoin de jeunes figurants, on pense aux 3 petits Berthold. Et il y en a d'autres. Lisette Vallée, sa fille a été impliquée. Alors oui, c'est une histoire de famille. Des fois, ça dérange peut-être certaines personnes, mais les Cabotins, d'abord et avant tout, c'est une grosse famille dans laquelle il y a des liens familiaux et des liens amicaux également. Et je pense que c'est cette force d'esprit de famille globale et générale qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est encore là, on est loin d'une retraite et on est solide et groundé, comme on dit dans le milieu. Pouvez-vous nous parler des gens? Bon, on vient de parler des gens des familles, mais d'autres personnes qui sont passées par les Cabotins, mais aujourd'hui, ils en font peut-être du professionnel à l'extérieur, comme vous avez parlé de Régent Vallée. On a Régent Vallée. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a Régent Vallée, au niveau du jeu, au niveau de l'interprétation, qui fait de la mise en scène également. Bernard Bourgault, qui a été longtemps un permanent pour nous dans les années 80, qui est un scénographe. Pas un scénographe,
désolée, un chorégraphe à Montréal puis sans doute ailleurs, là, on l'a perdu un peu sa trace. Il y en a qui ont étudié, est-ce qu'ils le pratiquent aujourd'hui? Ouais. Je pourrais pas vous le dire, mais un gars comme Daniel Meyer, qui est un gars de Thetford, qui a été dans la troupe dans les débuts, qui aujourd'hui est à la tête du Théâtre des Deux Mondes, le Théâtre des Deux Mondes, un théâtre pour enfants, entre autres, et qui parcourt le monde. Les gens ne savent peut-être pas, mais Dominique Lévesque, oui. Ancien groupe sanguin et tout ça. C'est un gars de Thetford, oui, le gars fatigué. C'est un gars de Thetford qui a joué dans les Fourberies de Scapin, dans les débuts de la troupe. Là, parce que je ne vais pas en oublier, je vais en oublier. Désolée pour ceux que j'oublie. Mais ça en sont quelques-uns, là. J'oserais m'inclure avec mes 11 années dans Watatata. Oui, ça va rappeler les souvenirs aux adolescents, un petit peu plus que les adolescents. 7 et 77 ans, mon cher monsieur. Oui, okay. Oui. Mais oui, nous en sommes quelques-uns de ces professionnels-là, oui. Ah oui. Oui. On parle de cela, mais il y a des gens aussi qui sont disparus, des gens qui ont été... On a parlé de ceux qui sont passés, qui sont encore avec nous, mais il y en a quelques-uns aussi qui sont... Il y en a qui sont disparus et que s'ils étaient toujours de ce monde, je crois qu'ils seraient toujours très impliqués. Je pense à mon bon Raymond Cusson. Il était animateur au poste de renseignement. Oui, c'est ça, à la radio. Raymond Cusson qui a personnifié au début des années 80 Maurice Duplessis, plus grand que nature dans Charbonneau et le chef, et qui a joué dans d'autres productions après, qui a été impliqué au niveau du conseil d'administration. Je pense à notre beau Paul-Jean Bussière avec cette belle grosse tête bouclée, qui a débuté dans Charbonneau, mais qui a joué dans Vaut mieux vivre comme des cochons de Gaétan Giguère, justement. Bon, voilà. André Courcy, c'est un petit peu plus récent dans son cas, qui avait joué dans La complainte des hivers rouges, tant en 79 qu'à la reprise en 91, qui a fait, on l'appelle comme ça, mais notre grand popsicle bleu dans le Matin Montréal Matin, parce qu'il faisait un des travestis, puis on l'appelait comme ça. Sylvie, j'oublie son nom de famille, Sylvie Poiré, qui était dans les débuts de la troupe. C'en sont quelques-uns. Tous ont eu leurs implications, certains plus petites, certaines beaucoup plus grandes, quand je pense justement à Raymond, entre autres, à Paul Cher, André. Oui. Mais tous ont eu leur importance. Oui. Est-ce que vous avez une relève? Est-ce que vous avez des nouveaux J'espère que j'en fais encore partie. Qui sont ajoutés dernièrement, je vous dis, il y a quelques années. On en a toujours. Quand on pense à relève, on pense toujours à jeunes. Non. La relève, c'est des gens comme Denis Langlois, à qui le président de la commission scolaire, qui travaille chez Pont Mutuel, à qui j'ai offert un petit rôle l'année passée dans La mort de commis voyageur, à qui on en a offert un autre à l'automne passé dans la lecture publique L'honnête Cap-Barre. C'est un gars qui n'a pas la jeune vingtaine, mais c'est une relève pareille parce qu'il y a du potentiel. Alors, de la relève, oui, on en a. Et je pense que c'est important qu'on en ait et de tous les âges. C'est sûr qu'on a de la relève dans la vingtaine. Je pense à Annie Lessard, par exemple. Et là, ceux que je nomme pas, c'est pas parce que je veux pas vous nommer, je peux pas tous les nommer. Je pense à Madeleine Parent, qui est dans la fin vingtaine. Je pense à moi, qui est encore là, bien entendu, à Yves Kiroak, qui est là depuis le même nombre d'années que moi, 18 ans, mais on est toujours là. Puis je pense qu'on fait partie de la relève parce qu'on relève de nouveaux défis aussi. Oui. Et oui, de la relève, on en a, et je m'attends à ce qu'on en ait beaucoup l'année prochaine avec la saison qu'on prépare pour la 43e saison. En tout cas, oui, dans le cas des 3 productions, on va avoir de la relève, jeunes, moins jeunes, plus âgés, de grandes surprises. Est-ce qu'on peut en parler de cette 43e? Il nous reste un petit peu de temps. On pourrait peut-être, sans dévoiler... Mais de toute façon, quand l'émission va être passée, ça va être probablement... On sera à l'automne? Oui, peut-être même au début de l'hiver. Ça fait que probablement ça va être... Écoutez, dans ce cas-là, allons-y. Donc, à l'automne, on débute mi-octobre jusqu'à mi-novembre, un thriller à 3 personnages, un texte de Jean-Marc Dalpé, un franco-ontarien. Ça s'appelle Trick or Treat, une mise en scène de Louis-Étienne Nadeau. Vous parlez de relève, Germain Nadeau va jouer. Lui qui fait de la mise en scène depuis des années, va jouer. Jean-Philippe Turcotte va remonter sur les planches. Janvier, février 2011, je signe la mise en scène d'un texte de Marcel Dubé, que plusieurs vont connaître, Au retour des oies blanches, qui avait passé, entre autres, en téléthéâtre au Beau Dimanche.
Je m'attends à avoir de la relève, entre autres, là-dedans. J'attends une réponse de monsieur pour un des personnages. J'espère qu'il me dira oui. Et ensuite, en avril, une mise en scène de Pierre Sévigny, Louise Marquis, Amadeus de Peter Sheffer. Il y aura de la relève, entre autres, dans le rôle d'Amadeus. Alors, quand je vous disais tantôt qu'on n'était pas près d'une retraite, non, on est loin de ça, surtout que le 109 qui s'en vient. C'est une belle saison en perspective pour... Une superbe saison, notre 43e, qui devrait être riche en rebondissements de toutes sortes. Oui. En terminant, est-ce que vous pourriez nous parler quelques incidents ou quelques anecdotes qui peuvent y avoir se passer durant les 40 ans? Oui, parce qu'incident, je me plus, dis, bon, bien, écoutez, des anecdotes, parce que, bon, les incidents, non, je vois pas. C'est sûr que dans la troupe de théâtre, comme partout ailleurs, il y a eu des bons coups, il y a eu des moins bons coups. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Des incidents, il m'en vient un comme ça, c'est un incident ou un accident. Lorsque la troupe, en 79, a monté La Complainte des Hivers rouges de Roland Lepage, c'était une pièce dont la mise en scène était faite sur des échafauds à différentes hauteurs. C'était une pièce sur les patriotes en 1837, 1838. Et à un moment donné, les loyalistes entraient dans les maisons à différentes hauteurs des échafauds en question et poussaient les comédiens. Il y a une comédienne qui a été poussée et qui est mal tombée et elle s'est cassé le poignet. Et lorsqu'elle avait l'opportunité de sortir en coulisses, il lui mettait de la glace, mais elle a joué tout le reste de la pièce avec son poignet qui grossissait. Heureusement, c'était la dernière. On était dans le plâtre ensuite. Mais c'est, quand on dit « the show must go on », là, c'est un exemple. Mon Dieu, c'en est un qui m'arrive. Ah bon, on part, hein, on se promène un petit peu dans le monde. Quand on est parti pour le Maroc en 99, avec la guerre des clochers, on apportait une partie du décor. On s'était organisé avec le transporteur aérien. Est-ce que telle dimension, c'est correct? Est-ce qu'on ne devrait pas l'envoyer par cargo? Non, ça va, madame, ça va, madame. Bien, madame, on est bien content, hein? On pack nos petits, comme on dit en bon québécois. Et on arrive à Dorval. Et ça ne marche pas. Obligé de défaire un des éléments de décor dans lesquels, heureusement, notre ami Yves Kirouac avait pensé cacher quelques outils. On a sorti la sciote et on a scié un élément de décor qu'on a dû replacer, mais c'était à l'autre bout, au Maroc, qu'il a fallu replacer ça. Bon, alors c'est un exemple, encore une fois, il y en aurait, on aurait pu faire une demi-heure, juste sur des anecdotes dans ce genre-là. Mais c'en sont deux. Qui, sur le coup, nous font des fois rager, nous font mal, nous font de la peine, nous font rire. Mais après coup, quand on y pense, on se dit, mon Dieu, si on les avait pas eus, on aurait peut-être moins de souvenirs. Et ce sont des souvenirs. Madame Nadeau, merci beaucoup d'être venue à l'émission, nous parler des Cabotins. Merci, M. Tanguay. Et je vous souhaite longue vie à votre troupe. Bien, je nous souhaite encore à tout le moins 43 saisons. Et pour ça, bien, ça nous prendra de la relève sur nos scènes, en arrière-scène, dans nos salles. Alors, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes qui écoutaient l'émission ce soir, les jeunes, amenez donc les jeunes dans nos salles, voir ce qu'on fait, donnez-leur le goût d'en voir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Une page d'histoire.